Comment devenir un business angel? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous apprendre quel est le plan étape par étape pour devenir business angel. Je suis Corentin Godelot, je suis délégué général de Badge, Business Angel des grandes écoles. On est l'un des plus gros réseaux de business angel en France. Donc pour vous expliquer ce que c'est déjà un réseau business angel très rapidement, en fait, on est un regroupement, une association, on regroupe des membres qui sont des business angels et on reçoit des dossiers qu'on présente à nos membres. Donc on est une organisation qui permet en fait de commencer à devenir business angel. J'en reparle juste après. Pour commencer, donc comment devenir business angel déjà pour devenir business angel, il suffit d'investir un ticket dans une startup. Si vous avez investi un ticket dans une startup, par définition, vous êtes un business angel. Néanmoins, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous souhaitez devenir business angel et vous vous demandez comment bien faire les choses, par où commencer, quel ticket investir, où trouver les startups. Voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser sur comment devenir business angel. L'objectif de cette vidéo, c'est de répondre à ces questions. La première question à se poser, c'est le montant que l'on souhaite investir en startup et par startup. Bien souvent, on estime que comme l'investissement en startup est quelque chose de très risqué, il faut essayer de viser 5 à 10% de son patrimoine investi en startup. D'expérience, certains investisseurs que j'ai pu rencontrer investissent bien plus que 5 à 10% de leur patrimoine en startup et montent jusqu'à 50%. En fait, ce qui se passe, c'est que certains investisseurs vont prendre en compte, donc aujourd'hui ils ont un patrimoine donné, mais ils vont prendre en compte le patrimoine futur. Et donc vont se dire, comme la startup a un temps de maturité assez long, je me permets d'investir plus en startup aujourd'hui et ce sera compensé par mes autres investissements demain. Et d'autres vont aussi internaliser plutôt les externalités positives de leur investissement, puisqu'il existe de nombreuses externalités positives du fait d'investir en startup qui vont être par exemple les bénéfices professionnels. Quand vous avez investi dans une certaine startup, peut-être que ça peut avoir un impact positif sur votre carrière financière, vraiment indirect. Et donc, vous pouvez l'internaliser et donc vous dire que 5 à 10% c'est le montant normal. Et ce que vous mettez en plus, en fait, c'est un investissement pour votre carrière. Une fois que vous avez décidé le montant que vous voulez investir en startup, il faut maintenant décider le montant que vous allez investir par startup. Autrement dit, maintenant que vous avez le montant, il faut décider du nombre de startups dans lesquelles vous allez investir. La plupart des études démontrent que l'objectif du capital risque, c'est de trouver là où les 2 ou 3 startups qui vont rembourser l'ensemble du portefeuille. En fait, c'est un jeu très asymétrique où très peu de startups vont rembourser l'ensemble, vont générer la plupart de vos retours. L'objectif est donc d'être assez diversifié, d'investir dans beaucoup de startups pour augmenter sa probabilité de tomber sur le winner qui va tout vous rembourser. Les études montrent que à partir de 20 startups, alors évidemment 20 bonnes startups, vous augmentez drastiquement vos chances, et au-delà c'est un peu plus minime, donc il faudrait environ 20 startups pour augmenter drastiquement ses chances d'avoir un winner dans son portefeuille. Une fois que vous avez décidé du montant à investir et du nombre de startups, en général on se fixe une période de 3 à 5 ans pour tout investir. En parallèle, il faut aussi bien réfléchir et penser au fait qu'il est coutume de garder une partie de l'argent que vous voulez investir en startup pour les follow-on, c'est-à-dire les tours suivants. Vous avez déjà investi dans une startup, elle refait un tour et vous êtes invité à réinvestir. Et donc, si vous n'avez pas mis d'argent de côté, vous ne pouvez pas investir et parfois ça peut être très intéressant. Alors, les études académiques justement sur le stage financing, donc le stage financing, c'est justement le fait d'investir à plusieurs reprises, donc à plusieurs tours. Donc je vais citer ici Gompers en 1995, Bergman et Edge en 2005, ou encore Daya et Rai en 2012. Je pourrais revenir sur ces études plus en détail si ça vous intéresse. Ils montrent que le capital risque et les business angels qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui systématiquement ont une réserve qu'ils peuvent réinvestir dans les follow-on. L'idée en fait est assez simple, c'est que on est dans un milieu très risqué où les premiers tours vont voir beaucoup de startups mourir, et donc une fois que les premières startups se sont évincées, il va rester uniquement les gagnants, et donc c'est dommage après de se faire diluer énormément, mais justement il vaut mieux doubler la mise sur ces startups là qui vont réussir pour augmenter son gain. Une autre manière de le voir, parce qu'on pourrait très bien se dire que dans ce cas-là, pourquoi pas attendre à chaque fois les seconds tours. Une autre manière de voir ça, c'est que vous n'avez pas forcément toujours accès à ces startups-là en tant qu'investisseur business angel au deuxième tour. Donc investir des premiers tickets dans des startups, c'est une option d'achat, une option pour réinvestir dans des seconds tours. Donc c'est une option parce que d'autres business angels qui n'auront pas fait cet investissement-là n'auront pas accès au deuxième tour. Angel Capital Association, donc qui est
un organisme américain, recommande de réserver de 50 à 100% du montant qu'on a investi en startup pour les premiers tours, pour la réserve. Donc 50 à 100%, ça veut dire, donc 100%, ça veut dire qu'on met la moitié, 50%, ça veut dire qu'on met un quart. Donc ça donne quand même un ordre de grandeur assez intéressant de la quantité de réserves qu'il faut avoir. Certains fonds de VC, donc là on n'est plus dans les business angels, on parle vraiment des VC, vont parfois jusqu'à n'investir que un tiers dans des premiers tours et garder 2 tiers de leur capital à investir dans des tours suivants. Donc pour vous donner vraiment l'importance de ces réserves. Prenons un exemple chiffré, donc un exemple justement où on va se projeter et voir combien on pourrait mettre en startup avec un certain profil donné. Une manière de voir les choses, c'est pas forcément la seule manière, mais c'est un exemple voilà, pour vous permettre de vous projeter. Donc voilà, j'ai 45 ans, j'ai un patrimoine actuel de 500 000 euros. Alors mon patrimoine, c'est pas uniquement l'argent que j'ai sur les comptes en banque, hein, c'est bien la notion de patrimoine. Voilà, patrimoine net par contre, donc on enlève les dettes. J'ai des revenus de 100 000 euros annuels, un taux d'épargne de 40%, et mes revenus vont croître de 5% chaque année pendant les 20 prochaines années, donc jusqu'à ma retraite à 65 ans. Donc du coup, on va avoir cette formule-là pour calculer le patrimoine économique. Le patrimoine économique, c'est donc le patrimoine actuel plus la valeur actualisée des revenus futurs, enfin en tout cas des revenus épargnés futurs. Donc le patrimoine actuel est donc de 500 000 euros comme je dis, et la valeur actualisée nette des revenus futurs, donc pareil, hein, vous prenez vos propres hypothèses, mais voilà, ça va être la somme de t égale 1 jusqu'à 20, comme on a dit, on va travailler 20 ans, et donc qu'on va faire évoluer en fonction de notre revenu. Donc notre revenu, c'est 100 000 euros qu'on va multiplier par 40%, qui est notre taux d'épargne. Alors évidemment, ça, on peut essayer de le complexifier un peu, de le faire évoluer en fonction des années. Peut-être qu'en fonction du revenu qu'on gagne, on va avoir un taux d'épargne différent. Bon, peu importe. On peut aussi se dire, au lieu de faire une somme un peu complexe comme ça, on peut essayer de se faire année par année combien on prévoit. Parce que parfois, la formule n'est pas linéaire. Bon, bref. Donc voilà, on fait ça fois 1,05% puissance T. Donc pour montrer la croissance de 5% du revenu. Et qu'on va diviser par 1 plus R. R, c'est le taux d'actualisation. Donc ça permet d'avoir la valeur actuelle des choses. R, je le mets à 4%. C'est le taux du livret A. Bon, voilà, on pourrait évidemment challenger ça. Je ne rentre pas dans les détails. Puissance, donc, le moment de l'année. Du coup, voilà, je vais vous épargner le calcul exact. Mais du coup, à la fin, on arrive à 885 908. Donc, on va arrondir à 850 000, si vous voulez bien. Et donc, on a 850 000 plus 500 000. Ça fait donc environ 1 350 000. Je vais encore plus simplifier. On va dire 1 300 000. Ça permettra de simplifier à peu près. Donc, comme maintenant on a notre montant, notre patrimoine, il faut juste multiplier par le pourcentage qu'on veut mettre en startup. Si par exemple on veut mettre 20% en startup, on va donc mettre 260 000 euros en startup. Et donc comment je dois allouer en fonction de les premiers tours en startup et le follow-on. Donc sur ces 260 000, je vais par exemple dire que je veux mettre 150 000 dans les premiers investissements et 60 000 dans les follow-on, ce qui est une répartition correcte. Et donc je choisis de diversifier à hauteur de 20 startups pour les premiers tours, donc dans les 5 ans. Donc on récapitule, on a donc 150 000 euros à investir dans les 5 ans avec 20 startups, puis on aura 60 000 euros pour les follow-on en fonction des startups qui réussissent le mieux. Donc peut-être qu'on pourrait garder un petit peu plus pour les follow-on, hein, mais voilà, vous voyez que c'est pour l'exemple. Donc plutôt que de diviser, c'est un exemple, plutôt que de diviser 150 000 par 20 pour avoir le montant exact par startup, je vais plutôt me dire que je vais mettre 10 tickets de 10 000 euros et 10 tickets de 5 000 euros. Ça fait que j'aurai bien 20 tickets, donc 20 startups, mais je vais peut-être pouvoir faire, en fonction de ma conviction, je vais pouvoir mettre un petit peu plus, donc 2 fois plus. Et en fonction aussi de la traction des projets, du risque que j'observe, je vais pouvoir un petit peu essayer de piloter mon portefeuille. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que j'ai une petite marge de manœuvre. J'ai pas l'impression de devoir mettre pareil partout, mais c'est vraiment une marge de manœuvre limitée.
Maintenant que vous avez le montant de combien vous voulez mettre au global, de combien vous voulez mettre par startup, le nombre de startups que vous visez dans les prochaines années, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous pour commencer à investir en tant que business angel. Donc pour ce faire, j'ai analysé plusieurs possibilités comme investir dans un fonds d'investissement, investir en direct, sans intermédiaire en tout cas, investir via une plateforme de crowdfunding, investir via un club deal, investir dans un réseau de business angel en fonction des critères suivants: le deal flow, donc la capacité à recevoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de dossiers, l'analyse et la due diligence qui a été réalisée, la taille des tickets minimum, donc c'est-à-dire est-ce que vous êtes contraint de mettre des gros tickets ou pas, les frais qui sont pratiqués, et enfin l'autonomie de décision, c'est-à-dire est-ce que vous-même vous pouvez choisir ce que vous voulez pour investir, parce qu'on le sait très bien, il y a des investisseurs qui réussissent plus que d'autres, donc à vous de voir si vous voulez faire confiance totalement à l'investisseur et ne pas avoir d'autonomie, ou alors être propre décisionnaire de vos décisions. Bon, être décisionnaire de vos décisions. C'est un peu répétitif. Donc, on est parti. Première possibilité, investir dans un fonds. Donc, un fonds de VC. Au niveau du deal flow, les VC ont globalement un bon sourcing. En général, ils sont assez reconnus et ils reçoivent beaucoup de dossiers. Au niveau de l'analyse et de la due diligence, en général, on a une analyse et une due diligence assez professionnelle, puisqu'on a des personnes dont c'est le métier, ils font ça toute la journée, ils vont passer plein de dossiers. Donc, ils sont plutôt beaux en général. Ensuite, la taille des tickets minimum, c'est là où ça coince un peu. Bien souvent, un fonds de VC va vouloir pas avoir des limited partners, donc des LP, avec des tout petits tickets. Donc, vous pouvez pas tester un petit peu avec un petit ticket pour voir ce que c'est. Non, vous êtes obligé forcément de mettre parfois au moins 100 000 euros pour commencer. Au niveau des frais, c'est un autre gros point noir des fonds de VC. On est en général à 2% de management fees, donc sur la taille du fonds. Pas sur la taille du fonds, sur les assets under management. Donc en gros, tout ce qui a été investi. En sachant qu'une durée de vie de fonds, on dit que c'est 10 ans, mais du coup, il faut 15 ans c'est 10 ans par investissement. Et donc, le temps que tout soit investi, en gros, vous faites 10 fois 2%, et donc 20% de votre investissement va partir en management fees. Donc déjà, vous avez calculé vos retours sur 100, mais en réalité, il n'y a que 80% qui va travailler. Il faut vraiment que le fonds soit très bon. Et en plus de ça, sur la plus-value qui va être réalisée, le fonds va prendre 20% en général de carry d'interest. Ensuite, au niveau de la décision, de l'autonomie de décision, vous n'avez évidemment aucune autonomie de décision parce que vous mettez votre ticket dans le fonds et ensuite c'est le fonds qui gère. Donc vous n'avez plus rien à faire. Donc après, ça peut être aussi un avantage de ne rien avoir à faire et que ce soit très passif, hein, bien évidemment. Ça peut être un avantage, je ne l'ai pas mis dans les critères. Ok, l'autre truc donc c'est d'investir en direct, d'être un propre business angel qui reçoit ses investissements, etc. Vous n'avez aucun intermédiaire. Donc là, au niveau du deal flow, ça peut être pas mal, mais dans ce cas-là, il faut vraiment avoir un gros réseau et recevoir beaucoup de deals d'autres personnes. Ça peut être assez compliqué, parce que quand vous commencez, vous n'êtes pas forcément reconnu comme un grand business angel. Souvent, c'est les business angels qui investissent beaucoup qui vont attirer des dossiers, parce que les dossiers vont être envoyés là où il y a de l'argent, hein, très, très concrètement. Alors, pour l'analyse, la due diligence, pareil, il faut être soi-même assez bon, il faut avoir du métier, il faut avoir le flair, il faut avoir un peu d'intuition, mais aussi avoir l'habitude de faire des due diligence, d'analyser. Donc, un profil financier peut aider, un profil entrepreneurial peut aider, ou alors l'association de plusieurs profils peut être très intéressante de ce point de vue-là. Ensuite, la taille des tickets. Alors, la taille des tickets, bien souvent, ça va être assez élevé, parce que en tant que business angel, quand vous investissez en direct et que vous êtes seul, alors il y a deux choses. La première chose, c'est que déjà, les entrepreneurs vont avoir du mal à vous faire rentrer par exemple avec 5 000 euros. Ils vont vouloir au moins un ticket significatif. Et deuxième chose, si des business angels viennent vous pitcher à vous individuellement, viennent faire passer du temps, des calls, etc., ils vont un peu mal le prendre que vous leur donniez que 5 000 euros. Ces deux éléments-là qui font que si vous n'investissez que des tickets de 5 000 euros, c'est un peu compliqué d'opérer tout seul. Ou alors il faut se faire un petit réseau un peu informel de business angel. Voilà, pas de frais, par définition c'est le seul qui n'a pas de frais, parce qu'il n'y a personne qui vous rend service, donc vous faites par vous-même, donc il n'y a aucun frais. Attention toutefois, par contre, quand c'est un leveur de fonds qui vient vous pitcher, finalement c'est le leveur de fonds qui lui-même va prendre des frais. Et vous avez évidemment une forte autonomie de décision, hein, sur l'autonomie, il n'y a pas de problème. Ensuite, le troisième truc, donc, c'est investir sur une plateforme de crowdfunding. Donc, ce sont des plateformes qui vous permettent d'investir directement en tant que particulier, parfois à des montants très faibles. Au niveau du deal, la qualité du deal flow, elle n'est pas toujours optimale. Elle peut être très bien, comme elle peut être moyenne. Ça va dépendre des plateformes. Pour le coup, je ne peux pas faire de généralité. Voilà, les startups ne vont pas toujours penser aux plateformes de crowdfunding et vont parfois y penser dans un second temps. Donc, les meilleurs deals ne vont pas penser au crowdfunding en premier. Voilà, donc ça c'est une chose.
La taille des tickets, alors là c'est un gros avantage, c'est que parfois sur certaines plateformes vous allez pouvoir investir à partir de 10 euros, 100 euros, 1000 euros, ça dépend des plateformes. Donc ça c'est vraiment très cool pour le coup. Ça permet, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, de commencer petit à petit et mettre un pied dedans, d'apprendre, de voir des deals. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau de l'analyse, il y a bien sûr une analyse qui est faite, mais elle est assez limitée parce que l'idée c'est de laisser à chacun la possibilité de faire sa propre analyse. Les frais peuvent être assez élevés, ça c'est réel parce qu'il y a des frais affichés, il y a les frais un peu cachés aussi, donc il faut bien lire toutes les conditions générales parce que parfois il y a des frais qui sont encore plus élevés qu'un fonds alors qu'il y a moins de services proposés. Donc il faut vraiment regarder. Je ne citerai pas de nom bien sûr. Ensuite l'autonomie est plutôt bonne parce que vous avez la possibilité de choisir si vous investissez ou pas. Euh, je dirais que ce qui peut être limitant, c'est si vous avez des frais fixes, des gros frais fixes dans un club et que du coup vous avez un peu la pression pour investir. Ça limite un peu votre liberté. Ensuite, vous pouvez investir dans un club deal. Le club deal, au niveau du deal flow, ça va dépendre du club deal. Il n'y a pas de règle. Voilà, c'est un peu la même chose que ça va se rapprocher d'un VC, mais pareil, les entrepreneurs vont en général préférer aller vers un fonds de VC. Ensuite, ils vont regarder les BA. Et ensuite, ils vont aller regarder les crowdfunding et les club deals. Ça peut être mis dans la même. Après, ça dépend aussi de l'image qu'a le club deal. Il y a des club deals qui vont être vus comme des fonds de VC, des club deals qui vont être vus comme des plateformes de crowdfunding. Quoi. Ça dépend un peu aussi de l'image. En tout cas, voilà, je viens de vous dire l'ordre un peu dans lequel les entrepreneurs pensent à déposer leur dossier. Donc pourquoi c'est important, c'est qu'il vaut mieux être en haut, vaut mieux être à l'endroit où les entrepreneurs pensent à envoyer leur dossier en premier. Parce que vous avez les meilleurs dossiers du coup. Parce qu'en gros, les meilleurs vont être financés et après ils pensent au deuxième quand ils ne sont pas financés. Donc plus vous êtes loin dans la chaîne et plus vous avez ce qu'on n'a pas voulu financer avant. Donc voilà, l'analyse et la due deal, ça dépend beaucoup du club deal, mais ce qui est pas mal, c'est que dans un club deal, comme l'équipe doit convaincre les investisseurs d'investir dans le projet, ils vont essayer de vous convaincre. Donc, alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que du coup, ils vont pas forcément toujours être très objectifs. Donc, ça peut, voilà, mais en tout cas, ça peut être assez professionnel et très bien. Au niveau de la taille des tickets, on peut avoir des tailles de tickets assez raisonnables. Parce que vous investissez ensemble, vous pouvez investir via des SPV, etc. Donc vous pouvez un peu réduire votre taille de ticket, donc ça c'est intéressant. Mais on n'est pas au niveau du crowdfunding, bien évidemment. On peut avoir en gros autour des 5 000, 10 000. Les frais, on a des frais qui sont assez classiques en général, autour de 5%. Donc c'est pas un truc de fou, c'est 5% par deal en gros sur le montant levé. C'est pas un truc de fou, mais c'est pas zéro non plus quand vous investissez tout seul. Et vous avez assez peu d'autonomie, car par définition, un club deal, c'est une décision à la majorité. Donc à la majorité qualifiée. Enfin, ça dépend un peu du club deal. Je ne connais pas exactement toutes les clauses de tous les club deals, mais en gros, si vous êtes le seul à dire non sur un deal, vous allez quand même investir. Ok, maintenant on passe au réseau de Business Angel, donc dans lequel je travaille chez Business Angel et Grandes Écoles. Vous avez le lien dans la description, bien évidemment. Donc, réseau Business Angel, au niveau du deal flow, on a un deal flow très qualitatif qui est assez proche de celui d'un VC. Simplement, ça va être à des stades différents. En fait, si une boîte lève à une valo et à un montant levé qui est propice au VC, ils vont aller au VC en premier. Et si c'est trop tôt pour aller au VC, ils vont penser au BA. Et la meilleure manière de lever avec des BA, c'est de contacter les gros BA qui investissent beaucoup. Donc, par exemple, un Xavier Niel, voilà. Ou aller vers un réseau. Alors, pourquoi un réseau ? Simplement parce que c'est un regroupement de business angels. Donc en fait, l'entrepreneur sait qu'il va avoir en moyenne un gros ticket. Il ne va pas aller parler à chaque BA individuellement, chacun à leur tour. Donc c'est pour ça. Ensuite, l'analyse et la due deal. Alors c'est une analyse de très bonne qualité. Elles sont réalisées par les business angels eux-mêmes. C'est-à-dire que bien souvent, c'est le business angel qui va lui-même investir, qui va leader un peu l'investissement au sein du réseau, qui va faire les analyses. Donc c'est assez qualitatif. L'avantage, c'est que celui qui fait l'analyse, bien souvent, c'est celui qui investit. Donc c'est pas pareil que dans un fonds, par exemple, où un analyste ne va pas lui-même investir son propre argent. Ça a des avantages, mais aussi des inconvénients, parce que quelqu'un qui est persuadé par un deal a intérêt à ce qu'il y ait plein de monde qui investisse avec lui. Donc il peut y avoir un manque d'objectivité. C'est à double tranchant, bien évidemment. Ensuite, au niveau de la taille des tickets, on a des tickets qui sont assez raisonnables. Nous, par exemple, chez Badge, on est à 5 000 € minimum
d'investissement. Au niveau des frais, on est à des frais classiques de 5%. Et avec une petite cotisation annuelle qui est assez symbolique, donc qui va pas vous forcer à investir. En tout cas, c'est pas une cotisation où vous dites il faut que j'amortisse ça, non, pas du tout. Nous, on est aux alentours on a un peu moins de 300 euros par an, donc c'est pas quelque chose que vous allez prendre en compte dans votre investissement. Et ensuite, vous avez une totale autonomie. Nous, par exemple, on ne force pas du tout à investir dans les projets. Vous pouvez très bien être dans Badge, regarder beaucoup de projets et ne pas investir. Donc voilà, en termes d'autonomie, vous êtes plutôt bien. Donc voilà, c'est tout. Donc évidemment, moi j'ai un billet, hein, je vous recommanderais de rejoindre un réseau comme Badge, bien évidemment. C'est pas très très engageant, vous pouvez payer une cotisation de 300 euros, voir passer des deals, et puis en parallèle aller sur des petites plateformes de crowdfunding et mettre des tickets de 10, 100 euros pour apprendre. L'objectif dans un premier temps, c'est de voir passer des startups, c'est d'apprendre, c'est d'avoir ses premières convictions, voilà, c'est de s'enrichir un peu de tout cet écosystème. Donc ça peut passer par un réseau de BA, ça peut passer par du crowdfunding, mais en tout cas, je pense que vous ne perdez pas grand chose à rejoindre un réseau comme Badge si vous êtes intéressé par être Business Angel. Vous avez, si vous le souhaitez, le lien dans la description de Badge, Business Angel des grandes écoles. Vous pouvez cliquer sur le lien. Sur le site internet, vous avez un moyen de me contacter personnellement. Je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez des questions sur Badge, ce serait un plaisir d'y répondre. Et puis, j'espère que vous deviendrez membre de Badge prochainement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, puis à la prochaine.